Bonjour à tous. On m'a déjà expliqué que dans les séminaires, un bon séminaire, c'est quand les présentations n'interrompent pas trop les pauses café pour discuter. Donc j'espère que vous avez bien profité des pauses café juste avant. Je vais vous présenter effectivement l'exemple des suivis dépérissement qu'on a pu réaliser à la coopérative Unisilva. Donc j'en suis le directeur technique depuis 3 ans. Et je vais vous présenter ce qu'on a pu faire là au cours à peu près des 2 dernières années, notamment avec ma collègue Marie Bastien. Alors ça va être une approche beaucoup plus empirique que ce qu'on a pu voir précédemment cette matinée, mais au moins c'est un retour d'expérience concret de choses qu'on a mis en œuvre. Quelques petits mots rapides sur la coopérative. Donc on existe depuis 1936, donc 90 ans presque d'expérience. On regroupe 12 000 propriétaires adhérents, 370 000 hectares en gestion. Vous voyez sur la carte notre zone d'activité. Donc ça représente 2600 plans simples de gestion et règlements types de gestion. 170 collaborateurs sur 17 bureaux, le chiffre d'affaires, et puis on s'approche du million de mètres cubes de bois commercialisés par an, et pour 1200 hectares renouvelés également annuellement. Un petit focus en fait sur la région centre, parce que c'est là-dessus vraiment, c'est sur ce secteur que nous on parle plus du secteur ligérien sur lequel on a travaillé. Donc vous savez qu'il y a eu des événements climatiques extrêmes 2018, 2019, 2020. On s'est repris une petite couche 2022. Heureusement, il y a eu une petite bouffée d'air pour les arbres en 2021, ou plutôt une bouffée d'eau. Et donc on a constaté pas mal de dépérissements. Donc d'une part, nos techniciens ont commencé à nous alerter parce que dans les martelages, dans les coupes d'amélioration qu'ils faisaient, ils constataient de plus en plus de taux d'arbres dépérissants importants, puisque c'est des choses qui sont notées lors de nos martelages. Et puis nos propriétaires adhérents nous ont également alertés. Et sur ce secteur-là, effectivement, on a beaucoup de propriétés, beaucoup de chênaies, beaucoup d'anciens taillis sous-futés, en conversion soit vers de l'irrégulier, soit du régulier, selon le souhait des propriétaires. Et donc une des questions que l'on avait en tête, c'est dans ces dépérissements, et notamment grâce aux outils de télédétection, c'est comment on peut réussir à distinguer en fait des chênes qui commencent à dépérir, mais qu'on peut encore laisser parce qu'on pense qu'ils ont encore un peu d'avenir, et puis parce qu'il faut étaler aussi la récolte. Des chênes, par contre là, il faut y aller les récolter parce qu'ils sont en train de décrocher, et que si on les laisse continuer à décrocher, on va perdre toute leur valeur économique. Et on a eu quelques cas de figure comme la photo de gauche, des chênes qui sont secs, économiquement ne valent plus rien, et autant les laisser en forêt pour la biodiversité. D'abord, en fait, on s'est fait, entre guillemets, la main en travaillant sur le massif central. Donc là, c'est une propriété qui fait à peu près 130-140 hectares au total, là, qui sont cartographiés à l'aide d'un drone. Et donc, on a testé la détection de résineux morts. Donc pour ça, on a fait appel à un prestataire de service. Donc chaque petit point gris que vous voyez, c'est un sapin qui meurt. Donc là, tout ça, c'est une forêt qui est gérée en irrégulier et très sapinière. Bon, il ne reste pas moins que le hêtre et le sapin souffrent énormément là-bas du changement climatique. Et donc on a pu faire après des petites analyses par quart d'hectare où ça nous permet de localiser un petit peu plus les spots où il y a des sapins qui meurent. Et donc spontanément on se dit c'est génial, on va voir les zones où intervenir. Et mes collègues gestionnaires me disent non, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les zones où il n'y a pas encore grand-chose pour aller intervenir avant que les sapins ne meurent. Et récolter ce qui est encore sauvable, parce que le sapin, une fois qu'il est sec, on va le laisser pour la biodiversité. Bon, depuis, on est passé justement à Fort Dead sur le Massif central, dont on parlait ce matin. Et donc, on a poursuivi nos essais, vraiment toujours de façon un peu empirique, avec un prestataire de service qui s'appelle Skylab, qui est une entreprise allemande. Donc là, on a travaillé sur un massif dans le sud-est du Cher. Là, c'est un massif qui fait 1200 hectares, l'ensemble que vous voyez entouré en violet, et qui est géré par la coopérative. Et donc la première chose qui nous a sorti à partir de l'analyse d'images spot, c'est les arbres perdus. Donc il a comparé des données 2018 avec des données 2020. Et tous les points rouges, c'est des arbres qui sont perdus. Alors il y a quelques biais bien évidemment, parce que les gros spots rouges comme ça, c'était des coupes rases parce qu'il y avait déjà des peuplements dépérissants, donc on avait déjà anticipé les choses. Par contre, il y a des zones un petit peu plus inquiétantes, notamment dans le sud du massif, où on voit effectivement pas mal de petits points rouges qui correspondent de fait à des chênes qui sont en train de décrocher.
Le prestataire en question a travaillé à partir de variations du NDVI. Je ne reviens pas dessus, ça a été longuement présenté ce matin. Donc on a regardé les variations entre 2018 et 2020, là toujours à l'aide d'images spot, donc spot 3 mètres de résolution, je vous rappelle, ce qui nous a permis de définir différents seuils de 1 à 5. 1, c'est-à-dire qu'il y a un fort écart, donc a priori des peuplements qui commenceraient à décrocher, et 5, au contraire, des peuplements qui ne décrochent pas. Donc, toujours quelques petits artefacts qu'il a fallu corriger, parce que là, c'est une coupe rase. Là, pareil. À l'inverse, ici, ce qui est en vert, c'est un étang. Donc, il y a une eutrophisation sur l'étang. Donc, il y a, au contraire, l'activité chlorophyllienne se développe à fond. Mais par contre, on va retrouver dans le sud du massif des zones, effectivement, sur lesquelles on a des alertes, ainsi que sur l'est du massif. Voilà, là, il y a des zones sur lesquelles on a eu quelques alertes. Donc ça nous a paru prometteur, effectivement, comme résultat. Donc on a voulu aller un petit peu plus loin. On a fait de la descente d'échelle à partir des cartes précédentes où on est descendu au quart d'hectare. Donc chaque petit carré que vous voyez représente un quart d'hectare, ce qui nous permet d'aller préciser les zones d'intérêt. Mais le souci avec cette carte, c'est que c'est une carte qui a été établie, dont les classes ont été établies uniquement pour cette forêt-là. Donc, et on sait que malheureusement, cette forêt souffre dans l'ensemble des forêts que l'on gère. Donc en fait, on ne voit pas assez finalement les zones qui sont vraiment en souffrance. Et si j'applique une grille de classification établie, je vous la montrerai plus tard, établie pour l'ensemble des forêts qu'on a en gestion, en fait, elle ressort beaucoup plus en rouge que cette première version. Toujours dans l'idée d'aller un petit peu plus loin, on est passé au drone. Donc là, on a fait appel à un prestataire de service parce que nous n'avons pas de drone en interne de la coopérative. Et donc là, c'est une aile volante qui fait quoi, 1,50 m d'envergure avec différents capteurs, notamment des capteurs photo haute précision. Et donc, ça nous fait des très belles photos. Vous voyez la précision, 1,5 cm. On compterait presque les feuilles sur le dos des arbres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien à l'œil des arbres qui meurent. On voit aussi des arbres qui sont en souffrance. Maintenant, c'est comment faire reconnaître ça à un algorithme, dire ça c'est un arbre qui meurt, ça c'est un arbre qui est déjà mort, et voir les différents stades de dépérissement. Donc toujours avec le prestataire Skylab, on a travaillé justement sur l'analyse de ces photos. Donc ce qu'il a fait là, c'est qu'on est descendu de façon un petit peu plus précise. Donc là, c'était des placettes de 20 par 20, 20 mètres par 20 mètres, donc 1600 mètres carrés, sur lequel il a justement entraîné un algorithme pour décompter le nombre de branches mortes et d'arbres morts. Et donc plus le carré est rouge, plus l'algorithme a détecté d'arbres, enfin de branches mortes, voire d'arbres morts. Et quand il n'y a rien, c'est qu'il n'a rien détecté. Et quand on est dans des carrés verts, c'est qu'il y a quand même quelque chose, mais on est au tout début des phases de dépérissement. On a travaillé avec le CNPF pour calibrer ces données-là. Et donc là, c'était aussi une demande de la propriétaire de la forêt en question, de faire un état des lieux de son massif. Donc on a appliqué le protocole des PERIS qui vous a été présenté ce matin. Et donc merci le CNPF, merci les stagiaires qui sont aussi également intervenus et qu'on a encadrés. Donc on a fait un point par hectare de façon systématique. Vous voyez le quadrillage systématique qui a été installé. Et sur chaque point, on a fait des placettes de 28 mètres de rayon, donc qui correspondent à un quart d'hectare. Mais là, par contre, on a pris en dépérisse uniquement les chênes dominants. Donc il y a un petit biais parce qu'on n'a pas mesuré, par exemple, des charmes ou des trembles qui seraient dans les tâches dominants. On a pris uniquement les chênes parce qu'on voulait se focaliser sur la valeur économique de la forêt. Et donc vous avez là la classification en pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage d'arbres dépérissants dans chacune des placettes. Donc 0, 10, 10, 20, normalement on a des peuplements qui sont sains, et au-delà, au-dessus de 20% normalement d'arbres dépérissants, on considère que le peuplement est dépérissant. Donc malheureusement dans cette forêt, effectivement, on a beaucoup de parcelles dépérissantes. Et si on fait le parallèle avec ce qu'on a vu juste avant, c'est cette parcelle-là que l'on voit juste dans la diapo d'avant. Mais là, c'est un zoom sur la diapo d'avant. Il n'y a pas encore de trop grande corrélation parce que typiquement, ces spots rouges-là, je ne les revois pas vraiment sur ma photo ici.
Donc ça veut dire que les algorithmes, ils ont encore du boulot pour arriver à détecter automatiquement une branche morte ou un arbre mort par rapport à ce que nous, à l'œil concrètement, on a pu voir sur le terrain. Bon, malgré tout, ça nous a quand même permis d'affiner un petit peu nos modèles, et c'est là où Marie est rentrée en jeu. Donc ça fait 1 an maintenant qu'elle est à la coopérative, et puis elle nous a fait faire un grand bond. Et comme ça allait pas assez vite avec le prestataire, on a du coup repris la main sur le traitement des données. On a croisé ça aussi avec les couches d'information, nos propres SIG. Et donc ça nous a permis d'affiner les modèles sur l'ensemble du massif en question, là, qui nous sert un peu de massif test. Et on a même pu faire des classifications des moyennes de NDVI, on va dire, par parcelle, ce qui nous permet, nous, de hiérarchiser les parcelles d'intérêt. Alors sur cette photo, sur cette carte, on voit des spots rouges. Ces spots rouges ne correspondent pas forcément à des chaînes qui dépérissent, mais exactement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on a parfois des signaux liés au sous-étage. Là, typiquement, on est sur une chaînée à Moligny. Le signal, c'est la Moligny et plus que la chaînée. Ou alors, on a des poches de tremble, des poches de bouleau qui commencent ou de frêne atteints par la calarose qui décrochent. Alors certes, c'est un signal si on a du tremble, on a du bouleau qui commence à souffrir, mais pour autant, le chêne, il est encore bien vaillant à côté de ça. Donc, si je parle des résultats, bon, concrètement, effectivement, on a encore beaucoup de faux positifs et faux négatifs. Alors, je suis désolé, je me rends compte que cette photo est un peu floue. Donc ça, c'est un autre massif sur lequel on a fait pas mal de mesures. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit plein de petits points jaunes, rouges ou verts qui correspondent en fait, derrière, on a fait des inventaires et martelages d'arbres dépérissants avec des notations dépérissent, D, C, D, E ou F, pour savoir lesquels on prélevait ou pas. Et donc, ce que l'on constate, c'est que sur des zones vertes, eh ben, il y a plein de petits points jaunes qui correspondent à des arbres qui sont martelés. C'est-à-dire que zone verte, normalement, il n'y a pas d'alerte liée à la télédétection, mais pourtant, on voit des chênes qui décrochent. Et inversement, on a des zones pas mal en orange où on a très peu finalement de points. Donc ça veut dire qu'on a quand même dans nos cartes encore beaucoup de faux positifs et faux négatifs. Donc on doit s'améliorer. Et puis l'autre point, c'est que ça marche bien pour constater les dégâts 2018, 2019, 2020. Mais on aimerait pouvoir assumer un suivi dans le temps, notamment après des événements climatiques comme 2022. Donc d'où l'intérêt pour nous de nous être impliqués dans le projet Sycomore, et en particulier le sous-projet Réconfort piloté par Cécile qui a fait la présentation tout à l'heure. Parce que, bon, là, je vous ai présenté une démarche très empirique de la façon dont on a mené les choses, mais on sait bien qu'il faut maintenant cadrer ça avec un peu plus de science, avec un peu plus de placettes de calibration, même si là, je ne vous ai pas tout présenté. Effectivement, on a quand même pas regardé que ces forêts, on allait faire des observations sur d'autres massifs, mais malgré tout, ça nécessite une démarche un peu plus rigoureuse pour arriver à des modèles qui soient efficaces et efficients. Bon, malgré tout, même si tout ça, c'est pas parfait, on les a déjà valorisés au sein de la coopérative, ne serait-ce que par le travail d'inventaire martelage que je vous indiquais là, parce qu'on a pu quand même détecter des massifs, et même au sein des massifs, des parcelles où ça nous a mis l'alerte, parce que parfois nos techniciens ne vont pas au fin fond de toutes les parcelles qu'ils ont en gestion, que le propriétaire lui-même n'y passe pas tous les 4 matins, et donc ça nous permet d'avoir des alertes si on a oublié d'aller voir annuellement quelques parcelles. Ça nous a permis donc de faire ces inventaires et puis derrière de faire un point avec le CNPF pour déposer des demandes de coupe sanitaire, de faire des avenants au PSG si nécessaire. Donc tout ça c'est opérationnel maintenant au sein de la coopérative. En termes de conclusion, quelques facteurs qu'on a pu constater, je pense que vous n'allez pas découvrir grand-chose. La mortalité est liée à l'âge du capitaine. Plus les chênes sont vieux, plus ils meurent. C'est comme les humains face au Covid. Les petits vieux sont plus fragiles. Le chêne pédonculé décroche carrément plus que le chêne sessile. Dans tout ce qu'on a pu marteler, je pense qu'on est à 90 ou 95% de chêne pédonculé, alors que le chêne sessile résiste encore vaille que vaille. Et un point qui est important, c'est la présence du taillis. On a, comme je vous disais, hérité beaucoup d'anciens taillis sous-futés
qui ne sont plus gérés en taillis sous-futé depuis au moins 50 ou 60 ans. Donc le taillis, il est parti, il a pris le pas, il est monté dans les tâches dominants, et donc il y a une très forte concurrence et de lumière et d'accès à l'eau, ce que le chêne pédonculé n'aime pas du tout. Quelques facteurs qui sont moins importants, en tout cas dans les relevés qu'on a pu faire sur le terrain, parce qu'on avait pris différents, en plus de dépéris, on avait pris quelques éléments. La station, on n'a pas vu d'éléments. Le traitement sylvicole, je vais vous parler de taillis sous-futé, mélange futé-taillis, futé irrégulière, conversion d'irrégulier ou conversion de régulier, on n'a pas vu d'éléments. C'est vraiment l'âge des peuplements qui est le critère prédominant. Et on avait aussi regardé la circulation des engins pour savoir est-ce que les parcelles cloisonnées s'en sortaient mieux que les parcelles où les engins circulaient librement, si j'ose dire, partout. On n'a rien vu. Bon, cela dit, les cloisonnements sont relativement récents, donc il y a peut-être un impact sol antérieur dont on hérite. D'un point de vue technique, pour reboucler avec le sujet de notre jour, oui, un fort intérêt des données sentinelles, parce que ça passe tous les 5 jours, parce qu'on a différentes longueurs d'onde, et puis c'est gratuit. Les données spot, on les a payées, ça nous permet d'avoir des données plus précises, mais honnêtement, à ce stade-là, pour moi, la priorité, c'est plutôt de consolider nos modèles de détection des dépérissements, plutôt que de chercher à descendre de façon ultra précise, parce que dans tous les cas, j'enverrai quelqu'un sur le terrain, confirmer, infirmer le diagnostic, et faire le martelage, pour aller chercher les arbres qui nous intéressent pour sauver les meubles. Clairement, on est là dans une opération de sauver les meubles. L'utilisation du drone, ouais, c'est bien en démarche scientifique pour aider à calibrer des modèles, mais en opérationnel, bon, ça fait des belles photos. Les propriétaires sont acheteurs parfois, sont intéressés par ces photos, mais moi, ce que je vois, c'est que ça n'apporte pas une grande plus-value par rapport au travail de toute façon des techniciens qu'il faudra envoyer dans tous les cas sur le terrain. Et puis ce que j'ai pu constater, c'est la lourdeur des fichiers. Grosso modo, 1 hectare, c'est 1 gigaoctet de données. Rien que sur la forêt là, où on a fait 200 hectares, 200 gigaoctets de données. Vous allez vite saturer vos disques durs, les serveurs, il faut envisager des disques durs externes. Bon, voilà. Donc c'est des problématiques bêtement pratiques, mais qui ont leur importance quand on se lance là-dedans. Voilà, je vous remercie beaucoup.